Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour votre journal. Patrick Hachi a présidé vendredi une séance de travail avec une délégation du 3e C2D. Une séance de travail qui a consisté pour les parties ivoiriennes et françaises à s'accorder sur les secteurs prioritaires à financer ainsi que les dotations budgétaires nécessaires dans le cadre de ce programme de financement. La Côte d'Ivoire a reçu hier samedi 373 230 doses du vaccin Pfizer Covid-19. C'est un don des États-Unis qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative COVAX. Ce geste vient porter à plus d'1 550 000 doses le nombre total de vaccins que les États-Unis offrent à la Côte d'Ivoire. Pierre Demba a traduit toute la gratitude du pays au nom du chef de l'État. Aguila Saleh, le chef du Parlement libyen, a ratifié jeudi une loi électorale permettant d'organiser l'élection présidentielle. Cette loi suscite cependant la critique des islamistes, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité des candidats. Certains responsables de l'Ouest libyen accusent Aguila Saleh de vouloir ouvrir la voie au maréchal Khalifa Haftar. Ce dimanche, nous allons parler de l'OPF, l'Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière. C'est un organe administratif de veille permanente et un instrument d'aide à la prise de décision pour l'amélioration de la qualité des services du cadastre et de la conservation foncière, ainsi que la satisfaction des contribuables clients. L'OPF est un service autonome rattaché au cabinet du ministre du Budget. Il a été mis sur pied il y a moins de 2 mois pour faciliter la vie aux usagers en matière foncière. Nous avons fait appel à M. Daouda Kamaraté, le président de l'Observatoire. Pendant un quart d'heure donc, nous allons échanger à propos de la structure qu'il dirige et ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour M. Kamaraté. Bonjour M. Diaby Hamza. Bienvenue sur notre magnifique plateau. Je le constate, il est magnifique. Merci M. Hamza. Merci à vous et je vous retrouve dans une demi-heure seulement. Merci. C'est à la primature qu'on ouvre ce journal. Sur place, Patrick Hachi a eu à faire une séance de travail avec une délégation du 3e C2D, le contrat de désendettement et de développement. À l'issue de la rencontre, les parties ivoiriennes et françaises se sont accordées sur les secteurs prioritaires à financer ainsi que les dotations budgétaires nécessaires dans le cadre de ce programme de financement qui est estimé à 751 milliards de francs CFA. Jean-Luc Gbagbo a assisté à la réunion pour vous. On le savait, le montant alloué au 3e contrat de désendettement et de développement C2D, initiative d'allègement de la dette ivoirienne par la France, est estimé à 751,7 milliards de francs CFA. Il restait à définir les secteurs à financer ainsi que les enveloppes à allouer à ce secteur. Cette séance de travail marque l'aboutissement des échanges entre les parties ivoiriennes et françaises sur les principaux thèmes de ce 3e C2D. La Côte d'Ivoire a des priorités et le C2D s'insère dans ces priorités. Nous allons faire uniquement des choses. Ces 751 milliards de francs CFA vont permettre de réaliser ces priorités du gouvernement ivoirien. Le 3e C2D s'exécutera sur la période 2021-2025 autour de 3 principaux piliers, des priorités aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour la France. Il s'agit du secteur éducation-formation, le développement régional équilibré et la gouvernance. Les 2 premiers CDD, faut-il le rappeler, ont permis de financer plusieurs projets en Côte d'Ivoire dont le montant global est estimé à 1151 milliards de francs CFA. Abidjan abrite en ce moment une réunion de haut niveau sur la sécurité. Des experts des 8 pays de l'UEMOA font le point des actions entreprises en matière de lutte contre la criminalité. Cette rencontre est aussi le lieu d'un partage d'expériences en matière de lutte contre l'insécurité. Cette réunion de l'UEMOA sur la sécurité est la 6e du genre et elle a vu la participation de Vagondo Diomandé, le ministre de la Sécurité. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Attaques terroristes, prolifération d'armes, trafic de tout genre. Ces actes d'insécurité fragilisent certains pays de l'UEMOA. La situation préoccupe les États membres. La question est au cœur de cette 6e réunion ministérielle sur la sécurité dans l'espace UEMOA. 3 États qui sont fortement affectés par cette situation, mais aucun pays n'est à l'abri. Donc la réunion devra nous permettre de passer en revue un certain nombre de points. L'insécurité constitue un frein au développement.
Les 8 pays membres de l'UEMOA sont donc engagés pour son éradication. Les chefs d'État, à un moment donné, se sont dit sans la sécurité, sans la paix, on ne peut pas développer notre espace communautaire. Ainsi, ils ont ajouté à l'agenda de départ de l'UEMOA de veiller aussi à instaurer un accord cadre de coopération sécurité entre les États membres. Nous sommes face à une situation sécuritaire qui nous impose d'être solidaires, de mutualiser les moyens dont nous disposons. Il ne passe pas des jours où nous ne sommes pas confrontés à des situations de sécurité qu'il faut gérer. Les recommandations de cette rencontre seront transmises aux chefs d'État de l'UEMOA en vue de leur application. C'était un reportage de Moussa Konaté du service politique de la rédaction de RTI1, une rédaction mobilisée comme l'ensemble de la RTI pour sensibiliser au maximum contre la pandémie de Covid-19. Hier, 11 septembre, 11 vies humaines ont été emportées par le virus. 186 nouvelles contaminations ont été enregistrées dans la seule et même journée de samedi. Les chiffres continuent de grimper de façon inquiétante. 57 784 malades de Covid en Côte d'Ivoire depuis mars 2020, 506 décès depuis cette même date. Comment arrêter l'hémorragie? Il faut se protéger. En le faisant, on protège aussi les autres. Les gestes barrières et le vaccin sont le rempart. Ne nous faisons pas prier. 373 230, c'est le chiffre du jour. C'est le nombre de doses du vaccin Pfizer que le gouvernement américain vient d'offrir à la Côte d'Ivoire. Ce dont s'ajoute aux 1 180 000 doses livrées le 20 août dernier, soit un don total donc de plus d'1 550 000 doses. Alors que les États-Unis continuent à lutter contre la pandémie sur leur territoire, Joe Biden a promis que son pays constituera un arsenal de vaccins pour le monde. Walter Amadou Ouattara. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, samedi 11 septembre 2021. Des lots de doses du vaccin Pfizer Covid-19 sont débarqués. C'est un don des États-Unis à la Côte d'Ivoire à travers l'initiative COVAX. Et je voudrais souligner que le vaccin Pfizer est le premier vaccin à obtenir son autorisation définitive. C'est dire que c'est un excellent vaccin. Je voudrais féliciter la Côte d'Ivoire pour sa gestion de la riposte à cette pandémie. La Côte d'Ivoire s'en est sortie jusque-là bien mieux que la plupart des pays du monde et de la région. Mais maintenant, il est vraiment important de se faire vacciner parce que la variante qui sévit actuellement est plus facilement transmissible et la létalité est plus grande. Il y a eu plus de morts de Covid en Côte d'Ivoire le mois dernier, puis le début de la pandémie, et tous les morts étaient des non-vaccinés. Au nom du gouvernement, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle traduit toute la gratitude de la Côte d'Ivoire au pays donateur. On avait reçu juste là autour de 2,5 millions de doses qui ont permis donc de vacciner environ 1,5 million d'Ivoiriens aujourd'hui. Et on avait annoncé que les vaccins vont continuer donc à venir sur notre territoire pour vacciner la totalité des Ivoiriens sans discontinuer. Et c'est ce que nous constatons ce soir. Je voudrais donc profiter de votre micro pour remercier particulièrement les États-Unis. C'est vraiment un don précieux et important qui va nous permettre donc rapidement de non seulement dans le cadre donc de ce qui a été adopté depuis le dernier Conseil national de sécurité, où on permet à ceux qui ont eu déjà la première dose d'AstraZeneca de se faire vacciner en deuxième dose en Pfizer, donc de rapidement donc rattraper ceux qui attendent ces vaccins-là. Il y a environ 600 000 personnes en Côte d'Ivoire qui attendent de prendre leur deuxième dose, mais également donc d'aller plus loin dans la vaccination en allant dans tous les quartiers d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Avec cette réception de 373 230 doses, les États-Unis offrent ainsi à la Côte d'Ivoire 1 553 760 doses du vaccin Pfizer. Les populations sont invitées à se faire vacciner et à davantage continuer d'observer les mesures barrières.
Grâce à ces dons de pays amis et grâce aux efforts de nos autorités, le taux de personnes vaccinées en Côte d'Ivoire continue de monter. On vaccine tout le monde, on vaccine partout, ou même en milieu scolaire. Le rêve d'ailleurs de Maria Toukoné, c'est que le virus ne franchisse pas les murs de l'école ivoirienne. Zéro Covid à l'école. C'est une campagne qu'elle vient de lancer à Bouaké et dans la région de Bouaké. On en sait plus avec Soro Corona, RTI Bouaké. La campagne Zéro Covid à l'école est officiellement lancée par la ministre Maria Toukoné à Bouaké. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a décidé d'intensifier la vaccination dans le milieu scolaire pour freiner la progression de la pandémie à coronavirus. Pour ce lancement, 1000 doses du vaccin Johnson & Johnson ont été mises à la disposition des 2 directions régionales de Bouaké. Maria Toukoné exhorte tous les acteurs du système éducatif à prendre une part active dans cette campagne. Pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les enseignants doivent être des exemples dans la lutte contre la Covid-19. J'exhorte tous les membres de la communauté éducative à se faire vacciner pour contribuer à la lutte contre la pandémie à coronavirus. Je voudrais dire merci à ceux qui ont commencé à se faire vacciner. Merci au ministère en charge de la Santé qui nous a mis aujourd'hui à disposition 1000 doses de vaccins sur ce site, rien que pour la présente cérémonie. En région, les directeurs régionaux seront les maîtres d'œuvre de la campagne Zéro Covid à l'école. J'invite tous nos collègues, nos collaborateurs enseignants de se faire vacciner parce que c'est eux qui doivent pouvoir donner l'exemple à nos élèves et aux parents d'élèves. À travers cette campagne, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut se positionner comme le fer de lance de la vaccination en Côte d'Ivoire. Après ce lancement, la campagne Zéro Covid à l'école va s'étendre à toutes les directions régionales dès le lundi 13 septembre, premier jour de la rentrée des classes. La lutte contre le coronavirus s'accentue, mais on n'oublie pas les autres combats, celui contre le diabète par exemple. Dans le Lodjibois, les anciens élèves de la commune de Iré, eux, l'ont dans leur viseur et mettent tout en œuvre pour le vaincre. Ils viennent même d'organiser le Iré Fitness Day, une journée pour vulgariser la pratique du sport, puis le dépistage du diabète et de la tension artérielle. Une journée à laquelle a pris part Astou Touré d'Agnogo. La mauvaise alimentation impacte au quotidien la santé et participe à la réduction de notre espérance de vie, avec à la clé une comorbidité liée au diabète et à l'hypertension artérielle. La pratique du sport se présente comme un remède pour contrer ces pathologies qui tourmentent nos vieux jours. Le sport me met en bonne santé, danser, me lever, bouger. Quand je fais le sport, je me sentir en bonne santé. En initiant la première édition de Iré Fitness Day, l'association des anciens élèves de la dite commune encourage les populations au dépistage pour anticiper les prises en charge. Nous avons décidé d'attaquer le problème à sa source en faisant la promotion du sport à travers des coachs, des personnes que nous avons invitées à pratiquer le sport. Les personnes du 3e âge, donc les médecins sont là pour faire tout ce traitement-là afin de leur prescrire des ordonnances assez claires pour leur permettre de vivre encore plus longtemps. La tension et le diabète sont des maladies métaboliques que l'homme contracte au cours de l'évolution de la vie. À force de consommer soit le sucre, soit le sel. Donc il est en tout cas très important et primordial que chacun de nous ici puisse déjà chercher à faire cet nombre des examens, à savoir la glycémie, la prise de tension artérielle ici et beaucoup plus de sport. L'activité avait également pour objectif de promouvoir la cohésion sociale entre les jeunes. Pour moi, cette activité est la bienvenue parce que ça permet aujourd'hui de rassembler toute la jeunesse. Il n'y avait jamais eu une telle activité ici à Iré. L'association a pu bénéficier de l'accompagnement de certains opérateurs économiques de la région. C'est une très belle activité pour aider la population de Iré à mieux se porter. Aujourd'hui, qui parle de sport, parle de santé, car nous savons tous les bienfaits du sport sur notre santé aujourd'hui. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour ces anciens élèves de Iré qui ont réussi à mobiliser des centaines de personnes autour du sport et des dépistages du diabète et de l'hypertension. De leur côté, des communicateurs ont plutôt fait de la lutte contre le tabagisme et l'alcool leur cheval de bataille. C'est le réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcool en milieu scolaire et universitaire. Un concours dénommé Plume anti-tabac vient de se tenir à l'initiative du réseau et le super prix a été remporté par Serge Guessan de Fraternité Matin.
La première édition du concours La Plume Anti-Tabac a livré son verdict. Le super prix est attribué au journaliste Serge Nguissan de Fraternité Matin. Et le second revient à Ernest Kouakou de la radio Chandelier, des journalistes primés pour leur engagement dans la lutte contre le tabac. J'ai réalisé un dossier qui était intitulé « Le tabac, ce poison qui tue à petit feu les cerveaux de demain ». Et donc, il a été question pour moi de m'intéresser à ces apprenants qui s'adonnaient à la cigarette. C'est ce qui m'a valu vraiment d'avoir ce prix aujourd'hui. C'est un sentiment de joie. Une initiative du réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire, le RCL TASU, qui engage ainsi les hommes de médias. En 2 mois et demi, il y a eu 18 productions, et des productions de qualité. On a eu des grands gens, des enquêtes, des interviews, des dossiers, et les journalistes de plus en plus s'intéressent à la lutte anti-tabac, de plus en plus vont au contact des populations pour comprendre les tenants et les aboutissants de la lutte anti-tabac. Donc nous sommes satisfaits. Les conséquences sont énormes pour les consommateurs, mais aussi pour la Côte d'Ivoire concernant le tabac. Ce sont 28 milliards de francs CFA éjectés par l'État ivoirien pour le traitement des pathologies liées à la consommation du tabac. Face à ce fléau, le Programme national de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, toxicomanie et autres addictions, PNLTA, ainsi que le ministère de la Santé sollicitent davantage la plume des hommes de médias. C'est une agréable initiative qui a été menée aujourd'hui par la presse et cela va intégralement dans la vision de M. le ministre Pierre Ngundimba qui nous a demandé, à ses collaborateurs de prendre en main, d'intensifier, de renforcer la promotion de la santé. Le tabac tue et fait des victimes chaque année dans le monde. Dans cette sensibilisation engagée par le RCL TASU, les professionnels des médias sont amenés à produire des articles de presse et des productions audiovisuelles. Alors choisissons la santé, pas le tabac. Un reportage signé Franck Quadio et qui referme ici le chapitre santé de ce journal. On change complètement de registre. Depuis jeudi dernier, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance organise un atelier, une rencontre de travail pour valider le rapport diagnostic du phénomène de la corruption et des infractions assimilées en Côte d'Ivoire. C'est en collaboration avec le PAGEF, le projet d'appui à la gestion économique et financière. Les précisions de Jean-Luc Bangbo. Un rapport diagnostic du phénomène de la corruption et les infractions assimilées. Ce document en cours de validation se veut un des principaux outils de la bonne gouvernance. Le présent atelier nous donne une réelle opportunité de doter notre pays d'un outil efficace dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Cet atelier est également une opportunité pour identifier les causes et les manifestations du phénomène de la corruption et des infractions assimilées, mais surtout ses dégâts sur nos économies. La corruption est le principal obstacle au développement économique et social dans le monde. C'est chaque année plus de 1000 milliards de dollars qui sont versés en pots de vin, tandis que 2600 milliards de dollars, soit plus de 5% du PIB mondial, sont détournés. Le programme des Nations Unies pour le développement estime que dans les pays en développement, le montant des fonds soustraits de leur destination par la corruption est 10 fois plus élevé que celui de l'aide publique au développement. Pour le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ce rapport diagnostic doit servir de base pour l'élaboration de la stratégie de prévention et de lutte contre la corruption. La stratégie nationale de lutte contre la corruption se traduit dans un document de référence qui permettra de bâtir non seulement une politique générale de lutte contre la corruption, mais aussi des politiques sectorielles dont la mise en œuvre nécessitera l'implication forte de toutes les parties intéressées. Partenaire dans l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, le projet d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF, a pris une part active dans l'organisation de cet atelier.
La lutte contre la corruption, c'est bien l'affaire de tous. L'ONG ALACO, par exemple, milite au quotidien pour la bonne gouvernance. Cette semaine, les membres de l'organisation ont tenté d'identifier les partenaires à solliciter pour la mise en œuvre d'un projet de lutte contre la corruption, un projet fiable et surtout viable. C'était lors d'une rencontre avec la représentante de l'OIF en Côte d'Ivoire. Reportage Alec Lavry dans un commentaire de Issa Chonayeo. Lutter contre la corruption pour un meilleur respect des droits de l'homme. Cette thématique était au cœur des préoccupations des représentants de l'ONG ALACO et de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Des échanges qui ont permis d'identifier des partenaires pour les accompagner dans leurs activités. Militer dans le sens d'avoir justement des projets qui puissent nous permettre d'éradiquer justement ce mal, c'est toujours vraiment les bienvenus. Nous sommes en train d'envisager justement cette possibilité-là, de pouvoir faire en sorte que des enquêtes soient menées pour que les nombreux immeubles justement qui poussent ça et là, on puisse identifier justement certains acteurs. Il ne s'agit pas d'aller les mettre en prison, il s'agit tout simplement de faire des investigations, de savoir justement qui sont ces propriétaires-là. Des actions de sensibilisation et études budgétaires seront menées sur le terrain. Il est important justement dans ce secteur-là de mener des études, de savoir par exemple quel est le niveau de corruption dans chaque secteur justement d'activité en Côte d'Ivoire. La représentante de la délégation de l'OIF salue cette séance de renforcement des capacités. Le rôle de la société civile est fondamental pour accompagner les acteurs, pour le plaidoyer, mais également pour dénoncer, mais également travailler en collaboration avec les institutions étatiques, avec les autres acteurs, à la fois le gouvernement, mais aussi les institutions publiques de l'État. Avec le Conseil national des droits de l'homme, aujourd'hui, nous avons un partenariat sur la question de la prévention et la lutte contre la corruption basée sur les droits. Créée en juillet 2000, l'ONG ALACO a pour vocation de contribuer à la lutte contre la corruption, les infractions assimilées, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La lutte pour la discipline et l'ordre dans le secteur du transport est aussi engagée. Aujourd'hui, il existe la vidéo-verbalisation et les conducteurs y adhèrent pleinement. Hier samedi, les membres du Conseil national des organisations de conducteurs professionnels ont invité les chauffeurs à tous se mettre en règle. Ils ont également sollicité de l'État de meilleures conditions de travail. C'était au micro RTI 1 de Lansene Bakayoko. Les dégâts causés par les accidents de la circulation ne sont plus supportables pour les usagers, encore moins pour les acteurs eux-mêmes. La vidéo-verbalisation initiée par le gouvernement rencontre la pleine adhésion des chauffeurs affiliés au Conseil national des organisations des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. La vidéo-verbalisation va amener beaucoup de personnes qui viennent se greffer à notre activité pour faire, pourtant ils ne sont pas dans nos registres, ils ne nous considèrent pas. En tant qu'organisation première, nous, c'est les syndicats qui organisent le transport. Parce que c'est nous qui permettons aux lits d'être desservis. C'est nous qui permettons aux derniers arrivés d'être à la queue. Mais il y a un travail remarquable que nos syndicats font, mais les gens ne se basent que sur ce qui est incohérent et quelques brebis galeuses du secteur pour gâter le nom de la corporation. Mettre fin au désordre et à l'incivisme sur les routes ivoiriennes, c'est également une aubaine pour se réhabiliter auprès des passagers. À ces assises, le nouveau président du Conseil national des organisations des conducteurs professionnels a évoqué la nécessité de créer les conditions en vue d'améliorer la situation sociale de sa corporation. Nous allons d'abord identifier les conducteurs, envoyer un fichier fiable. Ensuite, passer qu'on appelle à la signature de la convention. Un projet de convention depuis 2009. Cette convention prévoit la retraite des chauffeurs, son salaire, la sécurité sociale, tout compris. Donc depuis 2009, cette convention en souffrance n'est pas signée. Ça peut être l'origine de l'incivisme à notre milieu. Donc enseigner notre milieu et dégager tout ce qu'on appelle les produits stupéfiants qui nous fatiguent et puis avoir réellement un chauffeur moderne en Côte d'Ivoire. La convention collective entre les chauffeurs et les propriétaires de véhicules sous la supervision de l'État devrait permettre d'aligner les conducteurs sur le salaire minimum garanti qui s'élève à 60 000 francs. Dans l'enseignement supérieur privé, on parle aussi de bonne gouvernance et d'éthique. Comment instaurer ces valeurs dans leur dispositif? C'était là la problématique à l'ordre du jour au 3e congrès de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé. Le thème, c'était construire un dispositif d'établissement privé de l'enseignement supérieur de qualité. On en parle avec Djenaba Bini et Issa Chonayeo. Améliorer la qualité de l'enseignement dans les établissements supérieurs
privée. Cette préoccupation a fait l'objet d'une rencontre entre les acteurs du secteur. Pour l'enseignement supérieur privé, aujourd'hui, l'UPSUP, comme vous l'avez dit, il représente 90% quand même du poids réel de l'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire. Okay. Non seulement en termes d'effectifs d'étudiants, en termes de personnel enseignant, en termes de personnel administratif et technique, en termes de moyens financiers. Donc comment faire pour que les établissements privés d'enseignement supérieur dispensent des offres de formation de qualité pour que ceux qui viennent dans les établissements privés d'enseignement supérieur reçoivent des formations de qualité et lorsqu'ils vont sur le marché du travail, il n'y a pas de problème. Ils soient employables, ils trouvent du travail plus facilement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, salue l'initiative. Je suis content du thème de ce 3e congrès, ça porte sur la qualité. La mission principale assignée au sous-secteur enseignement supérieur par le président de la République, c'est de former des ressources humaines de qualité capables de contribuer de façon efficace, je dirais même efficiente, au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Adama Diawara veille sur la qualité des enseignements dans les établissements supérieurs privés. Pour ce faire, il invite les responsables à un meilleur recrutement des enseignants. Si vous prenez quelqu'un qui a un BTS pour enseigner en BTS, moi j'ai un problème avec ça. Parce que si l'enseignant lui-même est pratiquement du même niveau que l'apprenant, on a un problème. Qui plus est, parmi les apprenants, il y en a qui sont brillants, ça veut dire que s'il est du même niveau, il y a de fortes chances que certains apprenants soient plus brillants que lui. Alors là, ça pose un problème. Donc il y a la qualité des enseignants qui sera prise en compte. Les responsables des établissements supérieurs privés ont pris l'engagement d'œuvrer pour un enseignement de qualité dans leur secteur. Et c'est à ce prix-là que nous aurons des apprenants de qualité. À Daloa, par exemple, à l'université Jean-Laurent-Guédé, on vient de célébrer le mérite et l'excellence. Quelques 200 étudiants de la 5e promotion des sciences juridiques viennent de recevoir leur diplôme de fin de premier cycle universitaire. Depuis Daloa, le reportage de Williams Kakou et Jean-Marc Djadji. 206 étudiants de l'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa récompensés. Ils sont issus de la 5e promotion de l'UFR des sciences juridiques et désormais titulaires de la licence. Ils reçoivent leur diplôme des mains du représentant de la marraine, Aimé Zébéyou, conseillère du président de la République chargée des droits de l'homme. La présidente de l'université a témoigné sa gratitude et a adressé des félicitations aux récipiendaires. Elle a saisi l'occasion pour leur prodiguer des conseils. C'est un honneur de célébrer cette réussite avec vous. Je voudrais saisir l'occasion pour vous prodiguer 2 petits conseils. Le premier, je le tire du proverbe africain qui dit que lorsqu'un enfant naît, les parents lui donnent un nom, certes. Mais le vrai nom est celui que l'enfant lui-même finit par se donner. Ce nom qu'il se donne le marquera à jamais et s'éteindra sur sa famille. Ce deuxième nom, ça s'appelle le statut. Ces noms que nous nous donnons font la fierté de notre famille. Ne vous laissez pas abattre par les difficultés de la vie. Plus c'est difficile, plus c'est bon et même c'est bien. Du courage et bonne chance pour le reste des études. L'unité de formation de recherche en sciences juridiques enregistre également durant cette année universitaire 2020-2021 107 filles admises à la licence. On va parler culture dans ce journal. La 13e édition du FEMUA qui bat son plein. En plus de donner cette année la possibilité aux jeunes d'obtenir des réponses sur la question de leur insertion professionnelle, a toujours son côté festif. Cette année, le Sénégal était le pays à l'honneur. Et vous allez le voir, le village sénégalais monté dans la cour de l'INJS ne désemplit pas du tout. Le ministre sénégalais de la Communication et de la Culture y a même fait un tour. Reportage Yannick Foumi, commentaire assuré par Issa Chonayeo. Le Sénégal est à l'honneur de ce FEMUA 13, Festival de musique urbaine dans le Mambo. L'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, dans la commune de Marcory, aux couleurs du Sénégal, avec le patrimoine culturel et touristique de la Teranga, à savoir l'artisanat, la gastronomie, les instruments traditionnels de musique et la cinématographie. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est une relation forte culturellement que nous avons le devoir de consolider nous tous. Les liens historiques, le rapprochement entre les deux pays, la forte communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire,
Je crois que tout était réuni pour que le Sénégal soit à l'honneur. Cette journée sénégalaise s'est poursuivie dans la soirée à l'Institut français au Plateau, où les artistes de ce pays ont gratifié le public d'un spectacle à la hauteur de leur talent. Nous sommes des ambassadeurs culturels et notre mission principale, c'est d'exporter la musique africaine, d'exporter notre musique, la musique sénégalaise qui est le mbalax. Il y a beaucoup d'artistes au Sénégal, donc ça fait l'occasion aussi de pouvoir véhiculer des messages, ou bien de pouvoir montrer ce qu'ils font, donc c'est un honneur. De FEMUA 13, c'est aussi le clin d'œil fait aux tout petits, à travers le FEMUA Kids, des jeux, des ateliers de dessin, des bricolages, des chocolats et des concerts sont produits à l'INJS. Je vous le disais en titre, Aguila Saleh, le chef du Parlement libyen, a ratifié jeudi 9 septembre une loi électorale permettant d'organiser l'élection présidentielle. Cette loi est composée de 77 articles et précise le mécanisme d'élection, les conditions pour s'y présenter et les prérogatives du prochain président. Elles permettent surtout aux citoyens de choisir leur président au suffrage populaire direct. La signature de cette loi suscite cependant la critique des islamistes, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité des candidats. À présent, direction la Corée du Sud, où vient d'être lancé officiellement le bureau de l'Asie-Pacifique de Think Tank 2022. Un bureau mis en place par la Fédération pour la paix universelle, un bureau d'experts mondiaux qui s'est fixé pour objectif de créer les conditions de la réunification des deux Corées. Les précisions de Dangui Dangui, de retour de Corée du Sud. Le lancement du bureau Asie-Pacifique de Think Tank 2022, une organisation mondiale des experts pour la résolution des problèmes de cette partie du monde, a été diffusé dans 7 langues et mobilisé plus d'1 million de personnes en ligne, selon les organisateurs. Je félicite Dr Moon pour la mise en place de ce think tank composé d'experts mondiaux en vue de réfléchir aux solutions des problèmes de la région de l'Asie-Pacifique. Avant de mettre en mission les experts du bureau Asie-Pacifique de Think Tank 2022 pour trouver des solutions aux problèmes parfois politiques qui secouent cette région de l'Asie-Pacifique, notamment la question de la réunification des deux Corées, tous ont salué cette initiative de la Fédération pour la paix universelle. C'est une dame qui a toujours œuvré pour la paix dans le monde. L'Organisation mondiale des experts l'accompagne dans cette tâche. Dr Ak Jahan Moon, la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, a souligné que cette initiative s'appuie sur le dessein de Dieu pour l'humanité. Dieu souhaite que l'humanité se développe, atteigne la perfection et éteigne de bénédictions et de paix. C'est pourquoi nous allons travailler pour répandre cette paix dans le monde. Offrande de paix, hymne de la paix, spectacle de la paix, le rallye de l'espoir Think Tank 2022 a tenu sa promesse, celle d'être une messe de la paix universelle. Merci à vous, Dangui Dangui, et que la paix règne dans le monde. Et si on passait maintenant au magazine du dimanche, votre instant préféré. Aujourd'hui, c'est M. Daouda Kamaraté que nous recevons. M. Kamaraté est conseiller technique au ministère du Budget, mais il est également le président de l'OPF, l'Observatoire des plaintes foncières. Et ça, M. Kamaraté, c'est pour faire court. Sinon, la dénomination exacte, c'est l'Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière. Vous allez nous l'expliquer maintenant que vous êtes là, mais avant, plantons le décor avec cet élément vidéo. Officiellement opérationnel depuis le jeudi 22 juillet, l'Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière, OPF, sera notamment chargé de recevoir et d'instruire les plaintes non juridictionnelles introduites par les usagers clients de la conservation foncière et du cadastre. Un nouvel outil qui s'inscrit dans la politique de modernisation des procédures de l'administration fiscale. Différents outils modernes ont été déployés pour faciliter le consentement à l'impôt et une meilleure accessibilité à notre administration. La mise en œuvre de la plateforme des plaintes en ligne qui s'inscrit dans la même dynamique suscite déjà auprès de nos compatriotes un intérêt certain.
Conçu de concert avec le ministère de la Promotion, de l'Investissement et du Développement du secteur privé, l'Observatoire est un engagement pour l'amélioration du climat des affaires. L'amélioration du climat des affaires étant une problématique transversale, elle induit mon ministère à travailler en bonne intelligence avec les autres départements ministériels, en apportant à leurs équipes diverses, sans jamais se substituer à leur expertise, d'éclairage technique adéquat sur les besoins des investisseurs. Outre la recherche de la performance, les initiateurs de l'OPF assignent à cette plateforme le rôle de veille permanente en matière foncière. Vous avez divers mécanismes que nous avons mis en place à la matière. Évidemment, ça dépend de la nature de la plainte qui va être soulevée. Et donc, si c'est spécifiquement foncier, là, l'Observatoire est là pour... Et même si dans le problème qui sont soulevés, s'ils ne sont pas de la compétence de l'Observatoire, ils ont 72 heures pour apporter la bonne réponse et donner le bon aiguillage à l'usager qui a émis la plainte. L'Observatoire recevra les plaintes liées à l'accueil, à l'orientation, à l'insuffisance d'accès à l'information foncière ou cadastrale. Ces plaintes seront traitées dans un délai de 72 heures. Un reportage de Jean-Louis Gbangbo. Monsieur Kamaraté, on a pu bénéficier de certains éclairages dans l'élément vidéo. Mais dites-nous comme ça, en 2-3 mots, l'OPF, qu'est-ce que c'est? Merci, monsieur Hamza Diaby. Alors, l'OPF, vous l'avez dit, n'est-ce pas, l'entame de ce journal, c'est un organe administratif qui est donc chargé, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, une veille permanente et est un instrument, n'est-ce pas, d'aide à la décision auprès du ministère du Budget pour pouvoir, n'est-ce pas, pour l'amélioration de la qualité du service rendu par nos services en matière de conservation foncière et de cadastre. Et vous existez depuis le 22 juillet seulement, depuis 1 mois et demi à peu près. Pourquoi on vous a créé? Pourquoi on a créé l'organe? Alors, l'organe, vous savez qu'en matière, disons, la question de la propriété foncière peut dire que la propriété foncière, même, c'est un droit divin, n'est-ce pas, quasiment. Et les différentes constitutions des pays modernes le reprennent, n'est-ce pas, et notamment la constitution, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, l'article 11, qui prévoit que le droit à la propriété foncière est, n'est-ce pas, garanti à tous. Également, la Déclaration universelle des droits de l'homme, également prévoit également cela, son article, n'est-ce pas, 14, qui garantit également l'accession à la propriété foncière. Et donc, fort de cela, la propriété foncière est un élément important dans la vie économique, dans la vie sociale même d'un État. Voyez-vous, lorsque vous avez un bien, vous pouvez donc, n'est-ce pas, le mettre sous garantie pour avoir des prêts. Donc cela donc participe n'est-ce pas, à l'activité économique en tant que telle. Et donc, il s'agit donc de l'Observatoire est donc venu pour pouvoir éliminer tout ce qui est obstacle qui pourrait, n'est-ce pas, se poser au niveau des administrations, pour que les entreprises, les individus puissent jouir, n'est-ce pas, pleinement de leur droit d'accession à la propriété foncière. Et vos activités, ce sont lesquelles? Vos activités, et puis surtout, comment on vous saisit? Comment se fait la saisine? Alors, les activités sont nombreuses. D'abord, nous avons pour objet de recevoir les plaintes, comme le dit, n'est-ce pas, le titre même de cet observatoire. Et donc, les plaintes sont donc adressées, nous instruisons et nous apportons des solutions. Nous suivons même, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ce sens-là. Également, nous faisons de la veille, également, pour voir, n'est-ce pas, comment se comportent les services, si cela est conforme également, si cela ne crée pas de différents obstacles au droit, n'est-ce pas, d'accès à la propriété foncière. À cela s'ajoute également une force de proposition, un organe de proposition pour pouvoir améliorer le dispositif, pour pouvoir améliorer le fonctionnement de l'administration en la matière, dans ce sens-là. Voici globalement un peu nos activités. Comment on nous saisit, vous avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Je suis un usager, comment je procède pour vous saisir? Alors, toutes les saisies sont en ligne. Toutes les saisies sont en ligne pour, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, de la modernité de nos différents instruments. Pour pouvoir donc, n'est-ce pas, saisir, il faut donc aller sur le site de l'Observatoire des plaintes foncières. Et donc, vous faites une requête, une fiche, n'est-ce pas, va donc, n'est-ce pas, s'afficher, où vous mettez... Vous vous identifiez et puis vous mettez, n'est-ce pas, l'objet de votre plainte, le service concerné, la nature de la plainte, et puis s'il y a des pièces jointes ou des preuves à l'appui, vous les scannez et vous les ajoutez dans ce sens-là. Et donc, ces plaintes nous sont directement, n'est-ce pas, transmises en temps réel, et donc nous les traitons dans des délais très courts, comme l'a dit votre reportage, en 72 heures maximum.
Est-ce que si cet organe, cet observatoire a été mis en place, est-ce que c'est une façon pour vous d'accepter le fait que c'est un peu difficile quand même en Côte d'Ivoire d'avoir accès à la propriété foncière? Difficile, je ne dirais pas que cela dans ce sens-là. Voyez-vous, c'est d'abord un organe administratif, c'est d'éliminer tout ce qui est comme n'est-ce pas, barrières, obstacles administratifs, tout ce qui est comme environnement d'administration pour pouvoir faciliter, n'est-ce pas? Donc ça vient contribuer plutôt à l'amélioration de l'accession à la propriété foncière dans ce sens-là. On est quand même 112e sur 180 juridictions, c'est pas une bonne place, non? On est en progrès. Si vous voyez le rang n'est-ce pas, auquel n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire a été logée il y a quelques années, en 2011, on est 251e. On est passé à 112e, c'est vrai, ce n'est pas encore disons la place, n'est-ce pas, que mérite la Côte d'Ivoire, mais nous ambitionnons, comme l'a dit tout à l'heure le ministre de l'investissement privé, d'être parmi le top 50, n'est-ce pas, parmi les 50 pays, n'est-ce pas, à l'horizon 2025. Et ça, c'est à l'horizon 2025. Mais en termes de doing business, qu'est-ce que cela va nous apporter? Alors, effectivement, vous avez touché du doigt, c'est un élément important du doing business. Comme j'ai dit tout à l'heure, la propriété foncière est un bien qui permet aux entreprises elles-mêmes de se développer. C'est une garantie, c'est pas bancaire qu'on pourrait déposer, qu'on pourrait donner aux établissements bancaires pour pouvoir accès au crédit. Et donc, en termes de doing business, c'est un élément important qui est donc, n'est-ce pas, noté dans le cadre du programme, n'est-ce pas, de la Banque mondiale qu'on appelle doing business. Et donc, de ce point-là, c'est un indicateur sur lequel, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire travaille pour que nous améliorons assez rapidement notre climat des affaires, la gouvernance, n'est-ce pas, de notre administration, de ce sens-là, pour faciliter la question de la propriété foncière, qui va contribuer également au développement de l'économie, s'entend-il. À quoi sont dus tous ces obstacles pour accéder à la propriété foncière ici en Côte d'Ivoire? On ne peut pas dire qu'il y a des obstacles en tant que tels, mais il se pourrait qu'il y ait... Il y a des obstacles, M. Kamaraté, c'est bien pour ça que vous êtes créé, non? On a par exemple des problèmes administratifs, de la lenteur administrative, des pertes de documents, on a du racket, la corruption sur place, ce sont des obstacles. Oui, c'est effectivement, mais je veux dire que ce n'est pas des obstacles, disons, qui sont, comment on dit ça, qui sont permanentes ou qui sont... C'est au fur et à mesure que nous travaillons sur cela pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Effectivement, je ne veux pas le nier, il y a effectivement disons, différents blocages qui peuvent nuire, qui peuvent, n'est-ce pas, ralentir, ou qui peuvent, n'est-ce pas, porter atteinte au droit de l'accès à la propriété foncière. Effectivement, cela existe, mais ce faux obstacles, ces fausses contraintes-là qui relèvent même du domaine de l'administration qu'il s'agit aujourd'hui de pouvoir, n'est-ce pas, éliminer progressivement ce sens-là. Et c'est bien pour ça que vous êtes là, que vous avez été créé. Depuis le 22 juillet, combien de plaintes déjà vous avez reçues et combien en avez-vous résolu? Alors, le 22 juillet, c'était donc le lancement officiel fait par le ministre du Budget. Sinon, vous êtes créé depuis janvier quand même, selon l'arrêté. Voilà, selon l'arrêté, nous sommes créés depuis le 3 février 2021. Mais le lancement officiel des activités a eu lieu donc le 22 juillet par le ministre Moussa Sanogo, ministre du Budget pour le fait de l'État. Et donc, jusque-là, nous avons reçu environ globalement une dizaine de plaintes. Certes, parce que d'abord, l'observatoire n'est pas bien connu, mais il faudra que donc voilà pourquoi nous passons sur le plateau, pour appeler les usagers clients, les usagers, n'est-ce pas, des services de la consommation foncière et du cadastre, à vraiment s'approprier cet observatoire-là et à ne pas hésiter à faire des plaintes, à faire des plaintes sur leur, n'est-ce pas, des plaintes qui peuvent, n'est-ce pas, s'opposer à leur droit d'accès à la propriété foncière. Et vous avez un organe de suivi, une sorte de service après-vente? Oui, effectivement, l'OPF, comme on l'appelle, l'Observatoire des plaintes foncières, structuré en un secrétariat permanent qui donc reçoit donc les différentes plaintes des usagers, fait le suivi. Et lorsque nous avons des délais, n'est-ce pas, des délais qui sont bien ciblés, n'est-ce pas, par l'arrêté. Et lorsque nous dépassons ces délais... Et les délais, on va le rappeler, c'est 72 heures. 72 heures. Et 30 jours
pour les éléments en cas de racket, par exemple, en cas de problème de racket, corruption. Vous avez 30 jours pour résoudre le problème. Parfaitement. Qu'on dirait donc de renseignement, tout ce qui est dans ce sens-là, pour pouvoir établir la preuve, il faut un délai un peu plus long. Donc nous avons pas cet organe dont je parlais tout à l'heure, l'organe que le secrétaire permanent qui lui reçoit les plaintes. Lorsque vous n'êtes pas satisfait de la réponse ou des indications données par le secrétaire permanent, vous pouvez donc, n'est-ce pas, saisir un appel la présidence de l'Observatoire, n'est-ce pas, des plaintes qui est constituée, peut-être que vous allez poser la question, de ce nombre, n'est-ce pas, de personnes et de cadres et d'administration pour pouvoir, n'est-ce pas, se pencher sur vos plaintes en tant que telles. Et il faut savoir que vous ne réglez pas les litiges, vous êtes un organe qui s'occupe des plaintes non juridictionnelles. Parfaitement. D'accord. Et vous gérez uniquement les plaintes liées au ministère du Budget, hein, pas de la construction. Pourquoi? Quand on sait que de ce côté-là aussi, il peut y avoir de nombreuses plaintes. Oui, vous connaissez effectivement la chaîne foncière. Ça va d'abord du ministère de la Construction et puis les services de la construction foncière et du cadastre se chargent de tout ce qui est comme création de titres fonciers, l'enregistrement dans les différents livres fonciers, également la publication des différents documents et également transmettre ces documents-là aux différents usagers. Ça, c'est l'aspect conservation foncière. L'aspect maintenant cadastral, c'est de mettre en place un registre pour délimiter les terrains, délimiter les différentes parcelles par rapport aux parcelles voisines, etc. etc. Bon, donc, tout ce travail est fait. Bien sûr, en amont également le ministère de la Construction qui lui délivre les arrêtés de construction définitive. Mais progressivement, nous allons donc étendre notre champ d'activité sur ce domaine-là. Mais il faut dire déjà que le ministère de la Construction, n'est-ce pas, est un partenaire, n'est-ce pas, qui siège également dans l'Observatoire, notamment au niveau de la présidence où il est représenté dans cet organe-là. Merci. Monsieur Kamaraté. Monsieur Daouda Kamaraté, président de l'OPF, l'Observatoire des plaintes foncières. Vous êtes venu nous en dire un peu plus sur votre jeune structure qui, je le rappelle, n'a même pas encore 2 mois d'existence, mais qui déjà augure de très bons lendemains. Un organe qui sera certainement apprécié des usagers. Et tous nos voeux de succès, en tout cas, dans votre mission. Et c'est avec plaisir que nous vous inviterons de nouveau dans quelques mois pour voir l'évolution des choses. À très bientôt. Je vous remercie, monsieur. À bientôt aussi, vous, chers téléspectateurs. C'est toujours avec un pincement au cœur que je vous laisse, mais heureusement, je reviens très vite. Mercredi, 13h, je serai chez vous, promis.